La vidéo que vous allez voir est extraite du rassemblement des marchands de biens qui a eu lieu en juin 2026 ici à Lyon. Vous allez y voir plusieurs acteurs de l'immobilier, certains de la finance, de l'investissement locatif ou de l'activité de marchand de biens et même des banquiers spécialisés dans l'activité de marchand de biens qui parlent du contexte immobilier, des opérations à éviter, des opérations au contraire qui sont plutôt porteuses, des difficultés que les marchands de biens rencontrent et quelle stratégie adopter pour pouvoir sortir des opérations les plus rentables possibles et surtout arriver à se les faire financer. Donc j'espère que cette intervention vous plaira et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le futur rassemblement des marchands. Depuis 2019, il y a eu beaucoup de fluctuations du marché et donc en 2019, 2020, 2021, on a eu un marché qui s'est vraiment enflammé et après il y a eu un ralentissement. Qu'est-ce que vous constatez sur vos marchés respectifs? Est-ce que tu veux te présenter juste 2 secondes? Oui, bien sûr. Bon, bonjour à tous, Clémentine. Ça va faire 7-8 ans maintenant que je structure de la dette pour les marchands. Je suis issue d'une famille de marchands et promoteurs et j'ai fait également l'ESPI, qui est l'école supérieure des professions d'immobilier. Donc je suis plutôt pluguée sur le marché depuis plusieurs années. J'ai vu des petits cycles, pas tous les cycles, mais aujourd'hui on constate que les cycles de l'IMO sont de plus en plus courts. Donc il faut rester positif, il faut s'accrocher, il faut travailler différemment. Je pense que les promoteurs qui exercent cette fille depuis 30-40 ans, qui connaissaient les marges à 40%, ont du mal également à s'adapter au marché actuel. Donc il faut vraiment être attentif, pas se précipiter absolument à vouloir faire une opération, trouver la bonne opportunité et le prix, la marge se fait sur le prix d'acquise. Ça n'a jamais été plus que vrai. Tous les 3 mois à 6 mois, on entend des nouvelles mondiales, nationales qui perturbent l'écosystème économique dans sa globalité, pas uniquement immobilier. Donc les stratégies sont importantes de bien les définir et surtout d'avoir plusieurs portes de sortie si effectivement il y aurait à venir des mauvaises nouvelles, des hausses de matières premières, des hausses de taux bancaires qui vont arriver prochainement ou effectivement des acteurs qui négocient fortement parce qu'ils ont bien conscience que le marché est compliqué, ils ont accès de plus en plus à l'information avec des VF ou autres. Donc parfois, effectivement, on se retrouve dans des situations où les cycles de revente sont plus longs. Tu as parlé des conflits internationaux, justement, une des questions que je voulais vous poser, c'est qu'il y a beaucoup de bruit dans les médias, etc., des conflits armés et compagnie. Est-ce que vous sentez ou vous arrivez à percevoir de manière concrète que ça a une influence sur ou les sujets par exemple de financement ou le comportement de certains acteurs? Je passe au micro, je vous laisse intervenir en fonction de... Bonjour à tous, donc moi je suis Pierre, je suis marchand de biens et en parallèle éditeur de logiciels. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis dans l'immobilier, j'ai des salariés pendant plus de 10 ans. Et donc depuis maintenant 2 ans, je suis entrepreneur, donc marchand, côté d'Yannick qui est ici, certains utilisateurs de notre logiciel, et donc éditeur de logiciels. Oui, évidemment, je pense qu'il y a un impact évident. Je le résumerai à l'attentisme général que peuvent provoquer effectivement tous ces phénomènes internationaux, l'attentisme au niveau des investisseurs déjà de manière générale. Avant, moi j'étais plus sur le retail. Sur le retail, c'était systémique, c'est-à-dire que dès qu'il y avait effectivement un conflit à l'international ou une crise quelle qu'elle soit, peu importe le sous-jacent, évidemment, on rentrait automatiquement dans 6-8 mois d'attentisme de la part des investisseurs. Et donc, ça fige évidemment tout le marché en cascade. Je pense qu'aujourd'hui, l'attentisme, on l'observe, en tout cas, nous, sur le marché parisien, de manière assez forte depuis maintenant à peu près 2-3 mois, notamment sur 2 points très précis, le financement. Donc, beaucoup de personnes ont de plus en plus de difficultés à se financer de manière classique et non pas de manière alternative, classique donc avec les banques. Les banques sont extrêmement attentives à la typologie des projets, à votre typologie d'investisseurs et d'opérateurs. J'aurais discuté avec quelqu'un hier qui voulait financer, peu importe le type de financement ou l'opération, que ce soit du marchand, du patrimonial, etc. Lui, c'était sur du patrimonial, 10% de rendement. Il achetait un parc d'activité, 4 cellules louées depuis des années. Le plus ancien locataire, 30 ans. Le plus récent, 7 ans. Donc on est déjà sur une ancienneté quand même assez intéressante. Il a présenté son dossier à 10 banques. 8 l'ont refusé, l'ont même pas étudié. Voilà, tout simplement. Bon. Tout ça est évidemment lié à un contexte, parce que quand vous avez 80% des banques qui refusent d'ouvrir un dossier, de lire, etc., forcément il y a des consignes générales qui sont de dire voilà, on va ralentir, on va attendre,
Et donc c'est cet attentisme-là qui fait que voilà, ensuite ça... Et aussi sur la liquidité et la commercialisation, le rythme de commercialisation qui est de plus en plus long. Mais je pense que évidemment les deux sont liés. On a du mal à se faire financer pour un acquéreur, et donc du coup peut-être qu'on postpone le projet d'acheter. Nous, en règle générale, le rythme d'écoulement de nos biens, on fait une quarantaine de lots à peu près à Paris avec Yannick. C'est globalement en 3 semaines, 1 mois, c'est obligé d'avoir une offre. Bon, là, ça fait 2 mois typiquement qu'on commercialise 2 duplex dans le 18e qui sont refaits à neuf. 20 visites, 6 contre-visites, pas d'offre. Pourtant, on est au prix, hein, évidemment. Voilà. Alors, j'ai failli l'oublier de parler de financement, parce qu'il nous avait expressément demandé de ne pas mettre le logo de son entreprise. Et du coup, j'ai failli t'oublier, Polo, si tu veux bien venir. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Polo Pereira de la banque BCP, qui a quand même plein de choses à dire sur le sujet. Sur le sujet du financement. Il est banquier. Voilà, donc, si vous avez besoin de sous. Bonjour à tous. C'est toujours bien d'avoir un banquier pour l'autre côté de la... pour pas trop taper sur les banquiers et d'avoir aussi l'autre côté de la vision. Faites gaffe à ce que vous dites. Non, alors du coup, je me présente rapidement. Moi, c'est Philippe, je suis cofondateur de Housebase. En fait, nous, on est marchand de biens et société d'investissement. En fait, nous, on structure nos propres opérations de marchand et on a aussi un volet où on s'associe avec des opérateurs partout en France pour monter avec eux les opérations. Donc nous, on n'est pas une plateforme de crowdfunding, j'y reviendrai, parce qu'on est associé dans les opérations, mais on a une capacité d'amener du financement parce que Cloudbottom a aussi une communauté d'investisseurs. Et après, on a un autre métier, une autre offre qui est une offre de structuration d'opérations mais pour des marchands, donc en marque blanche, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Je pense que, Yoni, tu as dit, il y a plein de choses qui se passent actuellement. On parle de taux, on parle de tensions géopolitiques, on parle de plein de choses. Je pense que déjà, si on veut arriver à naviguer dans cette situation qui est compliquée, tu veux, je pense qu'il faut déjà bien comprendre en fait les tenants, les aboutissants et qu'est-ce qui impacte quoi. Parce qu'en fait, les taux, c'est simple, c'est, si vous regardez, je sais pas, je schématisé, mais si les taux immobiliers sur lesquels on se finance, ça va être indexé à l'OAT, donc la dette française. Donc en fait, il faut juste se dire, si aujourd'hui les événements géopolitiques vont impacter le niveau de la dette, donc le coût de la France pour se financer sur les marchés, clairement, le blocage, tout ce qu'on voit, détroit d'Ormuz, l'Iran, ça va clairement impacter, ça va tendre tous les circuits logistiques de matières premières, et donc ça va clairement impacter toutes les économies occidentales, et du coup ça va impacter la dette. Et on voit déjà, on avait je parle sous contrôle de notre ami banquier, mais on avait un peu une inflexion au niveau des taux sur le début d'année, là on est en train de remonter. Donc là je pense que c'est ça, en fait, quand on voit un événement qui se passe, on peut savoir que si on estime qu'en 4 à 6 mois, la France va devoir payer plus cher sa dette, clairement, les taux immobiliers vont être un essai, ils vont augmenter. Donc ça déjà, ça permet un petit peu de naviguer. Donc mauvaise nouvelle, ça ne va pas dans le bon sens actuellement, même si ça devrait se stabiliser, même si ça remonte un peu. Et après, je trouve qu'effectivement, il y a un vrai attentisme, mais il faut aussi... nous, on voit, en fait, on a les deux pendants, en fait. Quand on fait nos opérations de marchand, tout n'est plus du d'autant, c'est sûr. On a le nombre de compromis qui ne vont pas au goût parce qu'on a des acquéreurs qui finalement ils ont un bon dossier mais ils ne sont pas financés à la fin, ça on voit régulièrement, donc ça c'est clairement un vrai sujet. Mais il y a aussi du côté des investisseurs, et les investisseurs ils sont, surtout nous quand on a des personnes qui investissent des grosses sommes, ils sont très frileux à la politique. Par exemple, on a vu quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée il y a 2 ans, pendant 3-4 mois, plus personne parmi les gros investisseurs ne voulait mettre des gros tickets parce qu'ils disaient je ne sais pas ce qui va se passer, la taxe sur les très hauts revenus, comment j'optimise, etc. Donc il y a un vrai... Ce qui est dommage, c'est que on est un peu perdu actuellement en termes de politique, et du coup, ça ne donne pas un cadre pour les gens pour se projeter sereinement dans leur investissement. Et il y a une autre tendance, qui n'est pas une tendance structurelle, sociétale, mais il y a la tendance du crowdfunding immobilier, qui est clairement en train d'avoir des niveaux de perte qui est assez colossal sur les opérations. Et clairement, pour moi, ça c'est pour les investisseurs retail, tu parlais des investisseurs retail, donc investisseurs retail, des gens qui mettent des tickets entre, je sais pas, 1000 et 10, 15, 20 000 euros, mais un peu plus, qui ont des tickets convenus par rapport au financement en crowdfunding, pour plein de raisons. Et ce qui fait que ça aussi, il y a un vrai attentisme côté investisseur. Donc, effectivement, on est un peu au milieu du guet, là, actuellement, les investisseurs, ils disent, OK, pour plein de raisons, c'est pas le moment d'investir, j'ai perdu de l'argent, je sais pas où en sont mes opérations, crowdfunding, que sais-je. Ce côté acquéreur, donc acheteur de biens immobiliers, ils se disent les taux remontent, je peux plus difficilement avoir accès
au crédit en tant que primo-accédant, la banque au demande d'abord, etc. Et côté marchand, les banques ferment le robinet complètement, tout le monde le voit, c'est assez rare d'avoir encore un partenaire bancaire fiable pour faire des services de promotion et de marchand dans les banques. Elles sont en train de faire, ça fait déjà 1 an et demi qu'elles ferment parce qu'elles voient aussi qu'il y a une matrice de risque, elles se disent ok, il y a des défauts qui explosent, j'ai mon bilan, c'est pas la priorité. Nous, c'est ce qu'on perçoit en tout cas dans des contrats avec un marchand. Alors justement, Moi, je me d'accord. Qu'on puisse s'entendre. Est-ce que je peux juste dire quelque chose, j'en profite. Alors chez Localty, on a un taux fixe. Il faudra très avantageux pour vous dans les prochaines semaines. Ça commence déjà à pitcher les Et il faut se méfier avec les Belges, ils sont chauds. Je vous propose qu'on accueille un banquier qui a le courage de témoigner à visage découvert et qui va pouvoir nous raconter un petit peu de sa perspective. Justement, Paulo, si tu peux nous expliquer ce que toi tu vois de tout ça, est-ce que ça t'évoque? Déjà bonjour à tout le monde, donc, je suis Paulo Pereira. Effectivement, il y a mon établissement, c'est la banque BCP, puis parce que j'interviens en amitié avec Yoni et par mon travail comme banquier, oui, je suis pas en costume, donc mais par contre je vais pouvoir répondre. Je suis mitigé sur moi mon enveloppe, parce qu'on ne parle pas d'objectif, vous imaginez bien, nous les banques, on ne va pas nous dire vous avez un objectif d'aller chercher 40, 50 millions de financement par an. Parce que dans ce cas-là, je vais dire mon patron accepte tous mes dossiers, comme ça j'aurais fait des objectifs. Mais c'est plus une enveloppe qui va être déterminée chaque année comme un bilan traditionnel. Moi, mon enveloppe, elle a été augmentée elle a été augmentée, par contre, ça va être plutôt les ratios qu'on va retrouver dans notre analyse. C'est vrai que ça va être plus des objectifs, on parlait tout à l'heure du crowdfunding, on va analyser la dette dans son ensemble de la structure, les apports, comment ils vont être structurés, est-ce que c'est de l'investissement, est-ce que c'est des vrais fonds propres ou est-ce que c'est des investisseurs privés, très différents de crowdfunding, de la vraie dette avec un haut taux d'intérêt parfois, enfin peu importe, mais on va plus analyser le dossier que dire on a fermé le robinet. Pour mon établissement. En opération marchand ou c'est plus globalement opération marchand. On a même doublé les postes, par exemple, sur les chargés d'affaires. J'ai mes collègues d'autres, j'ai travaillé pour deux autres établissements bancaires. Alors ça dépend, moi je suis un ancien de la Société Générale, ils ont fermé, par exemple, ils ont complètement fermé. Et dans des banques, dans la banque BCP, qui appartient au groupe BPCE, vous connaissez plus BPCE qui est la banque populaire Caisse d'épargne. J'ai mes collègues également des banques Caixa. Moi je suis un ancien de la Caixa également. Donc la Caixa Geral Depósitos, qui est la banque de l'État portugais qui circule sur la France et qui accompagne les marchands de biens, les promoteurs. Et après, par contre, sur la promotion immobilière, oui, de fait, mais déjà, on a beaucoup moins de demandes. Donc, il y a déjà beaucoup moins d'acteurs qui viennent nous voir avec des dossiers. Eux-mêmes nous demandent de mettre un taux de précolle très important pour sécuriser leurs opérations. Et on rentre dans la négociation avec la FESA, plus sur la FESA. Est-ce que tu as des directives? Vous m'entendez au fond si je parle comme ça? Est-ce qu'il y a des directives au niveau de la banque par rapport au contexte? On parlait du contexte, par exemple géopolitique. Est-ce qu'il y a des choses qui redescendent? Tu vois, par exemple, directives où on dit bon, voilà les gars, tant que, je sais pas, le tutoir nous est pas rouvert, nous on vous laisse les robinets fermés. Je caricature, mais est-ce qu'il y a vraiment des directives qui sont circonstanciées par rapport à la situation de l'Ukraine? Alors oui, de fait, on a eu quand il y a 3 ans, les taux d'intérêt se sont enflammés, les frais financiers ont vraiment pesé. Moi, j'ai pour habitude de dire, quand on prêtait à 1% ou 1,5%, c'était une incronie. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir un taux entre, ça se fixe à 2,5, 3, négocier ces taux-là et savoir, parce qu'on reste là-dessus, que se retrouver à des taux, l'Euribor était à 0, un taux fixe pour les marchands, on est sur du visible, mais on sait, donc on va l'analyser. C'est-à-dire que dans mon analyse, moi je vais plus augmenter les postes frais financiers, je vais budgétiser, on va l'insérer dans notre prix de revient, ça nous permettra que notre client, pendant 1 an et demi, qui n'ont pas à faire des nouveaux apports, ce sera englobé dans le financement, et généralement, il n'y a pas de... Voilà. Ça va dépendre beaucoup de l'opération. Une chose est sûre, c'est que
Excuse-moi, c'est vraiment, avant, on évoquait, quand je partais en comité, j'évoquais tel client, il a fait tel dossier, il a fait tel marge. Aujourd'hui, non, c'est le temps, c'est vraiment le temps. Combien de temps il a sorti l'opération, comment elle s'est structurée. On peut faire des montages d'opérations, ça tu verras peut-être plus après, voilà, le structurer différemment, mais ça sera plus le temps. Ce qui veut dire concrètement, tu vois, parce que je veux vraiment que les gens puissent partir d'ici avec des infos concrètes, notamment sur une étude de dossier bancaire. Nous, on regarde beaucoup plus la durée. C'est-à-dire que, est-ce que, à l'image d'autres banques comme la Caixa dont tu as parlé, tu provisionnes 24 mois de mensualité, tu pars d'entrée de jeu sur un scénario un petit peu pessimiste dans lequel le marchand va se galérer à vendre, et donc il faut provisionner 24 mensualités, ou comment est-ce que tu procèdes justement pour prendre en considération cet aléa du temps? Alors, ce sera vraiment l'opération qui va me définir. L'opération, nous on ne demande pas un taux de précom, mais s'il y en a obligatoirement, suivant la précommercialisation qu'elle est faite, ça ne sert à rien de provisionner 24 mois, de plomber le prix de revient. Nous, on va vous demander des apports, c'est le nerf de la guerre, donc c'est un pourcentage en fonction du prix de revient. Donc si je provisionne trop, si j'en veux, ça demandera nécessairement plus de fonds propres. Donc je pense que de fait, je provisionne pratiquement un an et demi quand il y aura bien, mais ça va dépendre vraiment de la topologie de l'opération. Robin, j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire justement sur la situation de marché, parce que toi, tu as le pouls justement sur la partie marchand et aussi sur la partie investissement. Bonjour à tous, donc moi c'est Robin, donc principalement sur l'investissement immobilier. Moi ça fait 15 ans que j'investis dans l'immobilier. Je suis un gros passionné d'investissement. Je trouve que c'est aussi intéressant et complémentaire à l'activité de marchand de biens, puisque ça peut permettre aussi d'avoir des revenus finalement récurrents à la fin, à la retraite. Ça permet d'avoir un passif qui va générer des revenus sur le long terme. Et effectivement, le marchand de biens, ça permet de générer des revenus dans l'instant, de constituer du capital. Donc je trouve que les deux stratégies combinées sont très complémentaires et très intéressantes à évaluer en parallèle, parce que c'est vrai que le locatif, ça prend très peu de temps. C'est assez passif. Donc voilà, un gros passionné d'investissement immobilier. On n'est pas tous d'accord. Ouais. Je l'ai entendu dire passif, j'ai vu que tes têtes, tu aurais comme ça. Alors voilà, ça dépend ce qu'on fait effectivement. Alors moi dans mes opérations, juste pour dire, voilà, j'ai quasiment 200 appartements, ça se gère très très bien, j'ai un gestionnaire privé, c'est géré, chapeauté par une agence, patrimoine à peu près à 15 millions, et ça me prend très peu de temps. Et c'est que de la location à longue durée, que des appartements, alors T2, T3, T4, T5, en location à longue durée. Donc oui, ça peut être passif, évidemment, si tu fais de la courte durée, la coloc, des choses comme ça, franchement c'est très énergivore et ça permet pas de développer des gros patrimoines. Et j'ai développé donc la société Projet Locatif depuis 2018 qui accompagne des clients qui souhaitent investir dans l'immobilier. Donc on a une équipe de 80 conseillers qui sont tous des petits investisseurs répartis sur toute la France. Et donc on a un portefeuille client, on a reçu 7000 demandes. Voilà. On réalise entre 200 et 300 opérations par an à peu près d'investissement locatif, des appartements, des immeubles. Voilà. Donc on est dans un secteur où on a quand même beaucoup de demandes. Et on travaille de plus en plus avec des marchands de biens, d'où ma présence aussi avec Ioni, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était complémentaires dans nos synergies finalement d'opérations. On accompagne beaucoup de marchands de biens maintenant dans leurs opérations, qui nous façonnent des opérations pour nos clients, puisque effectivement on a une force de frappe qui est intéressante. On arrive à écouler des stocks assez rapidement. Pour information, l'année dernière en Alsace, avec un marchand de biens, on a écoulé 100 appartements sur Strasbourg. Voilà, pour donner c'est des exemples un peu élevés, évidemment, c'est pas toujours comme ça. Mais voilà, donc moi, ce que je ressens sur le marché, ce que je vois par rapport aux opérations de marchand de biens qui fonctionnent, en tout cas en partenariat avec Projet Locatif, c'est les petits prix. C'est les prix que tout le monde peut acheter en fait. C'est-à-dire, nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup de maisons découpées en petites surfaces pour avoir les meilleurs prix du marché. Donc typiquement une maison qui est divisée en petits studios, alors petits c'est-à-dire moins de 20 mètres carrés sur des grandes villes, et là on arrive à atteindre des prix de revente, nous on se trompait par exemple sur Strasbourg ou d'autres grandes villes, à moins de 200 000 euros, voire entre 150 et 180 000 euros, et tout le monde peut acheter finalement quasiment un investissement locatif à ce tarif-là. Et donc ça fonctionne très bien. Et puis nous, ce qu'on constate sur le marché, c'est que les investisseurs reviennent. Il y a eu un gros ralentissement, nous, en 2024.
où on a eu le ralentissement du nombre de transactions, forcément dû à la remontée fulgurante des taux d'intérêt, entre 20% et quasiment 4%. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les investisseurs, ça y est, sont éduqués, ont patienté, ont compris que les taux n'allaient pas rebaisser à 1% et acceptent de plus en plus d'avoir les taux normaux et finalement logiques pour le marché à 3,5. Et donc nous, sur 2024, on a fait 20% de plus. 2025, on est en train de faire 10% de plus. Donc petit à petit, on sent que le marché reprend. Est-ce que tu constates ça sur tout le territoire français ou c'est régionalisé? La raison pour laquelle aussi c'est les personnes qui sont devant vous interviennent, à part Polo, tout un regard plus régional, c'est qu'ils ont tous une couverture nationale, donc une vision sur ce qui se passe vraiment à une grande échelle et pas juste sur un micro-marché. Est-ce que toi justement ce redémarrage au niveau de l'investissement, parce que vous le dites peut-être pas, mais je suis là pour parler de marchands, mais les investisseurs, la moitié du temps, c'est nos acquéreurs. Donc c'est très intéressant de savoir comment se porte le marché du locatif. Alors évidemment, je pense que c'est bien de faire une analyse locale poussée, parce que en fait c'est très difficile de répondre à cette question, parce qu'évidemment les grandes villes, il y a forcément beaucoup plus de demandes, ça paraît logique, mais en fait sur des petits secteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait des tensions locatives des fois plus importantes que dans des grandes villes. Donc, pour en représenter, j'ai fait des opérations de marchand de biens quand même, j'en ai fait quelques-unes, dont une à Marvejols, en Lozère. Donc le département le moins peuplé de France, et pourtant on a fait une opération sur un immeuble qu'on a acheté de 30 appartements, donc une belle barre d'immeubles des années 70, qu'on a payé 500 000 €. On a découpé, changé les évacuations d'eau et les arrivées parce qu'on ne voulait pas avoir de problème par la suite, et on a margé à x2, on a revendu au double. Et en moins d'un an, on est sorti de l'opération en moins d'un an, donc, et en Lozère, donc Marvejols, c'est 5000 habitants en fait. On n'a pas imaginé que dans cette ville, il y a un tel besoin, et donc on a vendu des petits appartements. D'ailleurs, à la table des experts, il y aura mon associé Guillaume qui est là aussi, qui a piloté en grande partie l'opération avec moi, mais c'est lui qui s'en est beaucoup occupé. Et donc c'était des prix entre 38 000 et 48 000 € à rénover. Voilà, des petits prix là. Des petits prix. Donc voilà, au niveau des secteurs, je pense qu'il faut analyser le marché. Nous, ce qu'on a fait, on a analysé, on a vu qu'il y avait un problème sur le marché locatif, il y avait très peu de biens. Il y avait une vingtaine d'annonces de location pour effectivement une petite ville de 5000 habitants, mais 20 annonces dans ce type de ville finalement, dont on a posté une annonce, et j'ai eu plus de demandes que sur mon secteur où c'est une ville de plus de 100 000 habitants. Donc là, tu parles des petits biens, et Clémentine, ça m'intéresserait d'entendre ce que tu, éventuellement sur la prochaine question, au sujet de la typologie de biens. Est-ce que, de ton point de vue, enfin de ta vision des choses, est-ce qu'il y a des typologies de biens qui partent facilement, d'autres qui partent difficilement, d'autres qui ne se vendent pas du tout, et aussi selon une approche un petit peu géographique et sectorielle? Donc bien évidemment, les typologies ont un impact sur les stratégies de sortie. Et il y a aussi une localisation. Vous avez souvent dû entendre que dans l'immobilier, c'était emplacement, emplacement, emplacement. On y revient, ça veut dire que si effectivement on parle de Paris intramuros, on sait que du bureau, du résidentiel, en tel ou tel quartier, sera plus favorable à la sortie. Si je prends la Côte d'Azur, un produit d'exception clé en main se revendra mieux qu'un produit brut qu'on peut revoir par exemple dans d'autres localités des villes moyennes, comme Nantes, Angers. Un plateau brut peut se revendre parce que j'ai une typologie par exemple d'investisseurs avec des étudiants à Angers, et je sais que ça se revendra plus vite. Donc, bien effectivement, la typologie afflue la sortie, mais il faut l'adapter aussi par rapport à la dynamique et à l'économie de la localité sur laquelle on est. Ouais, ça suffit. Bon, ça serait pas drôle s'il n'y avait pas de débat, alors j'ai rejoint sur un de trucs. Alors, moi j'ai plutôt ajouté un point parce que je suis pas du tout d'accord avec. Vous avez le droit de vous battre, même. On n'en verra pas aux mains, mais on va mettre un peu d'ambiance, ça sera. Non, je trouve que le sujet de emplacement, c'est tellement répété en boucle que ça en devient en fait un truc assez faux. Je trouve que c'est vraiment, et tu le disais après, mais il faut que ça soit adapté à la demande. En fait, il n'y a pas 36 solutions à se poser. Et alors là où je suis pas forcément d'accord, c'est que il faut que ça soit adapté à la demande, il faut que ça sorte vite. Nous, clairement, le sujet qu'on a, on a deux sujets en caisse d'opération marchand, c'est le portage. Il faut vraiment porter les frais financiers le moins de temps possible, parce que c'est ça qui vient éclater la marge. Et aussi l'autre point, c'est qu'il faut de la liquidité. Donc il faut vraiment avoir ces deux points en tête quand on structure une opération.
Et il faut aussi faire attention parce qu'effectivement, même si tu peux avoir, tu as une maison, tu vas découper en 36 studios, ça peut faire un 4000% de TRI de rendement, mais si tu as vendu la moitié de tes studios qui sont bien placés et le reste tu les as sur les bras et que tu peux plus les sortir et que du coup tu es tanké dans ton opération parce que je peux pas finir finalement récupérer ta marge parce que ta marge souvent elle se fait sur le dernier lot, attention. Donc ça aussi je pense qu'il faut avoir, oui là où je suis d'accord c'est qu'il faut que ce soit des biens qui soient liquides, il faut que ce soit adapté à ce que les gens ils demandent sur le marché. Et il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est pour ça qu'il faut être malin quand on est marchand. Il fallait toujours être malin, mais je pense qu'il faut être encore plus malin actuellement, ou en tout cas plus à l'écoute du marché. Et il y a plein de façons d'optimiser. Nous, ce qu'on fait, des fois, on négocie des crédits vendeurs. On aime bien ça, ça permet de porter moins de dettes et derrière d'intégrer aussi le vendeur, quitte à ce qu'il gagne un peu plus d'argent à la fin. On lui dit voilà, il y a un crédit vendeur, mais tu nous en demander 500 000, tu en auras 530 000 ou 550 à la fin. Le crédit vendeur, c'est simplement quand on achète un bien. Donc souvent, on achète un bien, on l'achète cash avec un emprunt, mais le prix est de 500 000, on va payer 500 000 euros et on va prendre la pleine propriété du bien dès qu'on aura acheté le bon. Et le crédit vendeur, c'est simplement de dire on achète, sauf que sur les 500 000, nous, on te donne 400 000 euros et tu nous fais un crédit vendeur de 100 000 euros. Et ce qui fait que ce crédit vendeur, on te le rembourse dans 12 mois quand on a sorti l'opération, mais au lieu de te donner 500 000, on va te donner 530 000. Donc en fait, le vendeur, il va gagner un peu plus à la fin. Et ça peut être envisagé de plein de façons. Nous, on a eu une opération en Bretagne où c'était un ensemble immobilier avec un hôtel, un restaurant. C'était un gros truc. Il y avait un restaurant en activité la personne voulait partir à la retraite, elle voulait vendre. Et c'est typiquement un problème marchand où c'est invendable dans l'état parce qu'il y a des petits immeubles, une maison au milieu, un restaurant, un hôtel en activité. C'est ingérable. Et du coup, on a tout restructuré et on a travaillé avec la vendeuse en disant ok, il faut qu'on vende, il faut qu'on achète au 31 décembre, mais vous avez encore toute la cuisine à démonter, etc. Donc, on n'est pas à 6 mois près sur notre opération parce qu'on peut commencer des préventes. Vous avez 6 mois de plus pour vendre votre cuisine, vendre tout le matériel, et comme ça, vous allez récupérer 15-20 000 euros en plus. Mais en contrepartie, le foncier, on l'a acheté, je sais plus de mémoire, 350 ou 360 000. En contrepartie du fait de pouvoir vendre, de pouvoir prendre 6 mois de plus, elle nous a fait un crédit vendeur de la moitié, donc on a économisé 180 000 euros qu'on n'a pas déboursé à l'achat, et ce qui nous a permis en fait de rembourser cette partie-là avec un petit immeuble qu'on a vendu directement tout de suite au début de l'opération. Donc je pense qu'il faut être malin pour diminuer le temps de portage. Pareil, même dans le sud, même sur la Côte d'Azur, quand il y a des biens en plateau, on peut vendre avec un contrat de travaux. En fait, ou alors si on fait 70%, on fait gros œuvres et derrière on fait les finitions, on a des acquéreurs qui nous disent ok, comme ça moi je peux mettre ma cuisine comme je la veux en marbre, etc. Ça aussi, ça permet de vendre plus vite et quand même que derrière l'acquéreur soit content s'il est le produit qu'il veuille à la fin. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est vraiment positionner les biens qui sortent vite et qui sont en adéquation avec les attentes du marché. Je crois qu'il y a ça. Pierre Benoît, tu veux intervenir. Alors juste Pierre Benoît et Modeste, il a dit on développe un logiciel. Ils ont développé le premier logiciel complet de gestion de métier pour les marchands de biens. Juste pour recadrer un petit peu et représenter de manière un petit peu plus fidèle ce que tu fais. Vas-y, je t'en prie. Non, ouais, la modestie est nécessaire. On est tout petit, on s'est lancé début 2024. Effectivement, on a été pionnier avec un de nos concurrents, je ne citerai pas, qui est dans le sud-ouest. Peut-être que le présent, en tout cas, nous donne raison. Moi, j'étais convaincu, je viens du monde de la promotion et je reviens juste sur la genèse en fait, du logiciel, je reviens sur ce que tu dis. Pourquoi on a voulu lancer ce logiciel avec Yannick? Moi, je viens du monde de la promotion que j'ai côtoyé de manière assez proche pendant 10 ans. J'ai encore beaucoup de copains qui sont dans la promotion. Je fais le parallèle avec le marchand. Il y a à peu près 10 ans, tous les promoteurs, les responsables de développement, etc., les prospecteurs fonciers faisaient tourner leur bilan sur Excel et un certain nombre d'autres outils, effectivement, maison. Et aujourd'hui, vous avez ces mêmes promoteurs, il n'y en a plus aucun qui fait un bilan sur Excel. Ils travaillent tous avec des logiciels différents. Et ensuite, évidemment, toute la gestion de l'opération, de la prospection, en passant par le montage, la commercialisation, etc., tout se fait d'un sur un logiciel. Donc c'est un peu le pari qu'on a pris avec Yannis, mon associé, en se disant pourquoi pas aussi sur la partie marchand. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Sans vouloir. C'est Pierre. Non, sans vouloir faire le conciliateur de ce qui vient d'être dit.
moi en tout cas j'essaye de m'appliquer une sorte de simplicité dans mon raisonnement au quotidien, et c'est partagé avec Yannick. C'est toujours de voir en fait le 80-20, c'est-à-dire que je pense que tout ce qui a été dit est vrai. Je reviens sur l'emplacement, on le disait déjà dans le commerce, l'emplacement c'est ce qu'il y a de plus important. Je pense que quand on fait aujourd'hui un projet d'habitation, l'emplacement reste important. Et ce que tu disais effectivement Philippe, tu rejoignais d'ailleurs un petit peu la collègue de droite. Voilà, je pense que vous avez raison tous les deux, mais le 80-20 c'est faites des projets qui soient les plus simples possibles. Tout ce que tu évoques évidemment c'est des méthodologies de structuration, de montage d'opérations qui existent. Mais en tout cas, je pense quelque part qu'à partir du moment où tu réfléchis à ce type de montage, c'est peut-être en amont, il y a une sorte de légère complexité sur l'opération qui nécessite justement d'avoir cette réflexion sur une organisation et une structuration particulière crédit-vendeur. Je ne sais pas si tout le monde ici connaissait crédit-vendeur. Il y a beaucoup d'autres personnes sur le marché qui vendent des méthodologies diverses et variées. Voilà, dans la réalité, je pense que ce sont des choses qui sont quand même assez rarement appliquées. Et que moi, en tant que... Je ne suis pas formateur, je suis éditeur de logiciels et marchand de biens, je vous partage mon expérience. Mais je pense que, en tout cas, a fortiori pour vos premières opérations, pour faire en sorte qu'elles fonctionnent et que vous ne soyez pas effectivement dépité du métier de marchand et que vous abandonniez rapidement, prenez le moins de risques possible. Faites quelque chose de simple, même si ça prend plus de temps à sourcer. Mais voilà, sourcer un actif à un emplacement qui est correct. Je pense que, évidemment, ça fait rêver quand on entend des opérations où on a acheté 500 000 30 lots et on a revendu 1 million 30 lots un an après. Félicitations d'ailleurs, parce que c'est une très belle opération, dans un lieu que je ne connaissais pas. Je connais très bien la France, mais je ne connaissais pas. Typiquement, c'est une opération qui est extrêmement dangereuse. Parce que je reviens sur ce que disait Philippe, là ça s'est très bien passé, peut-être qu'une fois sur deux, ça ne se passerait pas très bien. Faut pas que tu te tombes vers Philippe, il y avait... C'est vrai qu'il est là pour créer le trouble aujourd'hui. Donc voilà, non, c'est en résumé, c'est le 80-20. Donc faites des choses simples et au fur et à mesure, vous allez pouvoir monter aussi en compétences sur des technicités, des structurations, des montages qui vont être particuliers. Nous, avec Yannick, on fait des choses assez simples. La diversification, faites aussi attention. On a souvent tendance à se dire, en fait, on va prendre un peu le projet qui arrive, le premier qui arrive. Et donc, en fait, j'étais pas du tout parti sur une typologie d'immeuble, division, etc., mais plutôt sur un projet simple à l'unité. Et voilà, et ça fait 6 mois que je source, j'ai pas trouvé, hop, je vais prendre l'immeuble. Voilà, c'est quand même assez risqué. Nous, on fait appartement, réno-revente, ou sans rénovation, achat-revente, et aussi des immeubles. Après, sur Paris, faire de la division foncière, c'est évidemment plus compliqué. On en a fait un en 92, on n'en fera plus. Et aussi, voilà, apprenez des projets. Et à partir du moment où ça s'est mal passé, voilà, tenez-vous à ce que vous vous dites et à vos règles. Vous êtes de la division foncière en région parisienne, on n'en fera plus jamais. Voilà. Alors justement, au niveau des montages exotiques, je vais prendre d'autres le micro. Au niveau des montages un petit peu exotiques, tu as parlé du crédit vendeur tout à l'heure, Philippe, c'est intéressant. Est-ce que, Polo, tu vois de plus en plus de montages comme ça un petit peu particuliers qui sont faits pour gagner du temps? Oui, non, peut-être. Et est-ce que la banque, quand elle voit ce genre de montage, elle dit oh là, j'y vais pas, c'est merdique? Ou comment est-ce que vous accueillez ce genre de montage? Alors on aime bien plutôt le truc traditionnel, on ne va pas se cacher. Donc un crédit vendeur, on a une, mais pour nous, il y a un compromis qui est signé. Il y a un montant d'acquisition, il y a un crédit derrière, c'est une dette. Et donc on considère qu'il y a une dette. Si en plus on rémunère, ce qui est normal, puisque le crédit vendeur, vous allez rémunérer le vendeur, et ben ça va impacter la marge. Donc pour nous, c'est pas proscrit, hein, pas du tout, mais par contre on va fonctionner comme un banquier traditionnel avec une dette de 130 000 euros pour l'exemple et solliciter un peu moins de marge. Pour les garanties aussi. Et la garantie de votre... C'est difficile à... Lorsque vous avez un crédit vendeur, le vendeur veut se garantir, donc souvent il demande l'hypothèque, et c'est là où ça peut coincer. S'il y a un delta à financer le jour d'acquisition, il faut pouvoir libérer l'actif dans les premiers rangs au financeur. Donc parfois, effectivement, nous quand il y a un crédit vendeur, personnellement, on réclame tout le temps systématiquement au premier rang. Je pense que ça va être pareil. Donc c'est pas toujours, effectivement, dans le cas, le crédit vendeur est facile à obtenir, on peut l'obtenir lorsque c'est complexe. Ça veut dire qu'on sait qu'un particulier ne pourra pas acheter l'opération seul, un professionnel.
On peut mettre un peu la carotte avec une clause à meilleure fortune en disant voilà, on te rémunérera si l'opération fonctionne. Et effectivement, c'est des opérations de type complexe. Pas tout le monde accepte ça et il faut se mettre à leur place. C'est parfait, merci beaucoup pour partir. Est-ce qu'au niveau de l'analyse des dossiers, est-ce que justement maintenant, par rapport au contexte, puisque l'idée, pour reprendre un peu de hauteur, c'est de parler de ce contexte, est-ce qu'il y a des choses auxquelles aujourd'hui vous êtes plus attentif dans l'étude des dossiers compte tenu du contexte, enfin, quand je dis du contexte commercial immobilier, du contexte financier, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous regardez plus avant que vous regardiez moins par le passé, pour que les gens puissent aussi un petit peu ajuster leur stratégie quand ils vont vouloir vous solliciter pour du financement? Parce que ici, l'interrogation souvent des marchands, c'est de dire ok, voilà, si je vais chercher une opération très bien, si je n'arrive pas à la faire financer, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qu'on voudrait leur donner aujourd'hui comme clé, c'est qu'ils puissent, ce qu'on voudrait leur donner, c'est qu'ils puissent partir avec des critères assez objectifs, non seulement d'études d'opération, mais aussi de la manière de la présenter. Donc, par rapport au contexte, est-ce que vous, maintenant, vous analysez les dossiers d'une manière différente par rapport à ce que vous faisiez il y a quelques années? Tu veux commencer? Alors, oui, parce qu'il y a eu un moment où c'était le marché à porter les opérations. Et donc, sortie de Covid, enfin vous avez tous vu. Donc, un banquier, quand il va analyser, moi je dis toujours, c'est qui, quoi, comment. C'est qui achète. Alors, ça peut être la structure SAS, je ne sais trop quoi. Mais ce sont surtout les personnes qui sont au sein de la structure, quelles sont leurs expériences, parce qu'on doit tous commencer un jour, mais soit on s'est réveillé un matin, on a vendu sa résidence principale, sortie de Covid, on a pris 100 000, bravo, félicitations, mais c'est uniquement le marché qui l'a porté. Soit on a fait quelque chose. On peut être du bâtiment, on peut être investisseur locatif, on peut pouvoir faire. Et à ce moment-là, surtout, c'est comment vous allez présenter l'opération. Donc, moi j'interviens ici parce que je trouve ça très intéressant. De plus en plus, on voit des gens, des nouveaux dossiers qui arrivent et qui sont bien structurés, qui sont bien présentés. Sachez que nous, les banquiers, c'est 5 minutes généralement pour dire si on a envie ou pas d'ouvrir le dossier. Ça ne veut pas dire qu'on va financer, mais en 5 minutes, on peut ne pas avoir envie d'ouvrir le dossier. Et souvent, on n'a pas envie. Je ne sais plus qui intervenait tout à l'heure, disait que le banquier, 80% des dossiers avaient été même pas vus par la banque. Moi, quand je reçois un dossier, je sais s'ils ont suivi une formation, parce que finalement, il ne faut pas un diplôme, il ne faut pas faire pour marchand bien. Mais par contre, d'avoir une formation comme ici, je ne suis pas intéressé sur la formation qui est proposée ici, mais en fait, c'est vraiment donner envie aux banquiers de lire votre dossier. Ça commence comme ça. Donc, une présentation de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, et où est-ce que vous voulez aller. Et après, c'est que vous parlez de l'opération. Si vous n'accrochez pas le banquier avec le qui, il n'y aura pas l'opération. C'est mon sentiment. Oui, je peux peut-être rebondir parce que c'est vrai que j'ai passé pas mal d'étapes au niveau des banques, à chaque fois avec toutes les problématiques. Donc c'est vrai que j'ai différents partenaires avec lesquels je travaille, et c'est vrai que suivant les partenaires, suivant les fréquences, les saisonnalités, les politiques bancaires régionales, c'est très difficile de faire une généralité d'enseignes bancaires, de ma propre expérience. Ça change, ça évolue constamment. Un contact dans une banque peut changer l'opération. Donc, si vous pouvez vous faire recommander, la recommandation est sous-cotée. Si vous venez par le biais de quelqu'un qui est déjà plutôt dans une bonne posture et en bonne relation dans la banque, ça compte. Et comme effectivement tu disais sur la présentation effectivement de votre personne, si vous n'avez pas fait d'opération, vous pouvez faire comme une sorte de CV de compétences, en fait, parce que c'est vrai que moi, dans mon expérience, ce qui a fonctionné pour obtenir autant de financement, c'est surtout la confiance qu'ont eu les banquiers envers ma capacité à mener les projets à leur terme. Et c'est vraiment de la relation humaine, je pense, quasiment en priorité, au-delà du dossier qui était très bien présenté, simplifié, parce qu'un banquier qui passe trop de temps à étudier, effectivement, à comprendre déjà le projet, c'est un projet qui risque d'être mis de côté, donc il faut essayer de le rendre le plus simple possible, tout en étant le plus complet possible. Voilà, c'est une alchimie assez précise à avoir.
et le relationnel, voilà, vos compétences, votre expérience aussi à mettre en avant. Et puis, ce qui est dit un jour dans une banque ne vaut pas 6 mois plus tard dans la même banque avec un autre contact, etc. Et ça, c'est ce que j'ai pu voir. Moi, j'ai des banques qui m'ont refusé des projets et qui m'ont refinancé énormément d'opérations 1 an plus tard. Voilà, donc... Pierre Benoît voulait dire quelque chose, et après ça m'intéresse que Philippe et Clémentine vous ajoutiez quelque chose sur aujourd'hui vos critères d'analyse. Non, je pense qu'il y a 2 questions. La première sur se donner le maximum de chances pour aller lever un financement. Nous on le voit, très régulièrement au travers du logiciel. Hein. Toutes les semaines on a des marchands qui nous interrogent. Le logiciel permet de faire un dossier de financement, mais c'est pas pour ça que je le dis, mais je le dis parce que maintenant, ça fait 2 ans, on commence à avoir une petite communauté aussi d'utilisateurs. Et régulièrement, par la force des choses, notamment sur Paris, hein, qui est le secteur géographique où nous on opère en tant que marchand, on a des gens qui régulièrement nous appellent en nous sollicitant, en nous disant est-ce que vous ne voulez pas faire l'OP avec nous ou est-ce que vous ne voulez pas récupérer l'OP. Premier phénomène que j'observe, et ça c'est un point pour tout le monde, c'est que les opérations sont en règle générale très peu maîtrisées. Pourtant, c'est le marchand qui l'a sourcé, qui l'a étudié, et avant de m'appeler, il devrait quand même se poser la question s'il maîtrise vraiment tous les tenants et aboutissants de son opération. Je ne vais pas dire 1 fois sur 2, mais en tout cas 1 fois sur 3, je trouve que les sujets ils sont assez peu maîtrisés. Donc ça, pour moi, c'est un premier problème déjà en tant que potentiel futur associé. Donc j'imagine même pas la réaction d'un partenaire bancaire ou d'un crowdfunder quand il va analyser votre dossier. Donc maîtrisez vos dossiers, première chose, et après il y a la façon de présenter. Sur les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois, pas mal d'Instagrammeurs, etc. et de gens présents sur les réseaux qui disaient, qui vous vendent du rêve au quotidien, allez voir les banques sans dossier de financement, ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez votre financement. Bon. Voilà, et des gros bâtards. Non mais blague à part, je pense qu'ici personne n'y croit, mais malheureusement il y en a beaucoup qui sont induits en erreur, et nous on le voit quand on présente nos opérations, faites un dossier qui soit le plus béton possible. Voilà, c'est un entretien en fait, vous y allez, il faut avoir envie, il faut être dynamique, il faut donner envie à votre interlocuteur. Donc vous allez vous vendre effectivement vous, avant de vendre votre opération, ça c'est juste hyper important et les banques sont très très attentives à votre profil. Petite parenthèse que je referme, ne vous dites pas j'ai jamais fait d'opération, c'est impossible de me faire financer. Ça c'est faux aussi, si vous avez la bonne approche, un track record, même sur un autre secteur d'expérience, etc. à vendre, voilà, ils vont regarder le profil, mais le profil de l'humain. On n'est pas obligé d'avoir fait 10 opérations de marchand bien pour se faire financer, sinon personne n'arriverait à se lancer sur le métier de marchand. Un dossier très structuré, ça fait déjà 50% du job. Après, évidemment, la qualité de vos opérations fera les 50% restants. Après, et l'apport, effectivement, les gens qui vous disent, pareil, bon, on aura l'occasion de détraquer tout ça tout au long de la journée, mais les gens qui vous disent sans apport, sans épargne, etc., vous pouvez financer des opérations très facilement, c'est pas impossible, c'est quand même assez compliqué, c'est un autre débat. Mais, deuxième sujet, je posais la question tout à l'heure, est-ce que moi, en tant que marchand, quand on me sollicite pour m'associer ou nos propres opérations, j'étudie les dossiers différemment? Je pense qu'en fait, la réponse est tout simplement non. À partir du moment où j'ai bien appris à faire le métier de marchand et je m'applique, et j'applique au quotidien la méthodologie qui est la mienne, peu importe le contexte, j'analyse mes dossiers toujours de la même manière. Par contre, dans des périodes de crise comme on traverse depuis maintenant quelques mois, etc., et il y a différents cycles, je vais être beaucoup plus attentif sur certains points. Mais j'ai toujours 5-6 points majeurs d'analyse. Il y a évidemment le prix d'acquisition à l'origine, il faut que j'achète au bon prix, ça paraît évidemment le b.a-ba. Nous on fait beaucoup d'immeubles en division sur Paris avec Yannick, il y a un point qui est crucial, c'est le profil des locataires. Voilà. Il y a un marchand il n'y a pas longtemps, il nous a proposé un immeuble au pied de la butte de Montmartre, en tant que quelqu'un qui connaît assez bien le métier et l'immobilier de manière générale. Bon voilà, on a visité avec lui, il n'avait pas fait attention au profil des locataires, c'était sûr qu'on montait sur cette OP, on allait être planté. Voilà, donc le prix d'acquisition, l'emplacement, moi je pense que c'est ce qui fait la liquidité quoi qu'il arrive. Et dites-vous quelque chose, c'est que et le prix de sortie. Alors moi je suis assez optimiste et assez prudent. J'essaye de ménager la chair et le chou au quotidien avec Yannick, qui lui est... Comme vous l'avez compris, c'est un vrai Suisse, quoi, Pierre Benoît. Lui est très Clichy, très opportuniste, mais c'est la complémentarité aussi, je crois, de la part d'association Stop Melody. Mais voilà, c'est ce qui fait que pour l'instant ça fonctionne. Mais voilà, être assez prudent sur les prix de sortie.
Vraiment, les banques déjà, je ne sais pas si tu pourras en parler tout à l'heure, mais les banques vont de plus en plus vous challenger, prendre de plus en plus de marge aussi sur le prix de sortie pour elles aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de défaillance in fine. Donc c'est un petit peu plus lourd au quotidien parce que les banques elles prennent un petit peu plus de marge sur les fonds propres, sur ci, sur ça, ça rien. Mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Donc voilà, l'analyse reste la même, mais allez peut-être de manière beaucoup plus approfondie sur ces mêmes items dans des périodes de crise, où évidemment quand l'argent coûte rien, quand on revend en 10 jours, etc., ou quand on a 15 offres en 3 jours sur un appartement. Moi j'ai pas connu, moi j'étais marchand, j'étais salarié chez Perfour à l'époque, j'aurais bien aimé, peut-être un jour on reconnaîtra cette situation, j'en suis pas convaincu. Mais voilà, là on pouvait prendre un petit peu plus de largesse et de flexibilité en se disant bon voilà, je suis un peu moins regardant là-dessus, j'y vais quand même, au pire du pire ça va passer. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui nous donne plus trop de droit à l'erreur. Philippe, merci Pierre-Olivier. Philippe, par rapport aux critères d'analyse des dossiers, après j'écouterai Clémentine sur ce sujet et après ce qu'on fera c'est qu'on prendra quelques questions. Je vous laisserai lever la main pour les questions et on fera un dernier petit tour de table de conclusion. Vas-y Philippe, par rapport aux critères. Ouais, sur les critères, moi je vais dans le sens de Pierre, c'est en fait des opérations que vous maîtrisez. Alors après, je pense que ça peut être des opérations qui soient un peu plus compliquées, c'est pas ça, c'est une fois que vous maîtrisez une opération, elle n'est pas complexe, elle n'est pas compliquée, mais il faut que vous la maîtrisiez en fait. Pour moi c'est ça, et après, formez-vous. Moi si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent faire du marchand, formez-vous, allez chercher des gens qui sont plus expérimentés que vous, parce que être marchand, c'est d'enchaîner les merdes toute la journée sur des opérations immobilières et c'est de régler des problèmes. Bon, c'est un peu cette définition peut-être un peu brute, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois au quotidien. Après, on prend beaucoup de plaisir à faire ça parce que on s'amuse bien, mais voilà, c'est vraiment trouver des problèmes qu'on sait régler en fait. Pour moi, c'est ça le métier de marchand de biens. Et donc, voilà, entourez-vous. Et sur la question de est-ce qu'on en a des critères qui sont différents, absolument pas. Nous, on a toujours les mêmes critères parce qu'on a aussi, nous, dans l'équipe, des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont marchands de biens. Et donc, en fait, pour structure d'opération, eux, ils ont eu 30 ans d'opérations, de retour sur expérience, de galères, de problèmes et de sujets à revoir. Et donc, en fait, nous, c'est toujours pareil, on s'est pas dit, tiens, on va resserrer la vis parce que nous, puis on a une double casquette, on est marchand de biens, mais on a aussi une communauté d'investisseurs, des gens qui nous font confiance pour investir avec nous dans nos opérations. Et donc ça, on doit prendre un certain niveau de marge sur l'opération. Donc pour être très clair, en dessous de 25-30 points de marge brute avant frais FI, donc c'est compliqué de regarder des opérations, mais on va aussi regarder l'apport de notre partenaire, l'apport en fonds propres global sur l'opération, le temps de portage, la liquidité, tout ce qui a été résumé juste avant, je ne reviens pas dessus. La petite différence, c'est que ça dépend aussi à qui vous allez parler. Si vous allez parler à un banquier, le dossier ne sera pas le même, la posture et le niveau d'accompagnement ne sera pas pareil. Pareil sur une plateforme de crowdfunding. Alors nous, Housebase, on n'est pas une plateforme de crowdfunding immobilier. Il faut bien comprendre, le crowdfunding immobilier, je pense qu'on contrôle, mais c'est un intermédiaire de financement. C'est une plateforme qui met en relation des marchands de biens, promoteurs, des gens qui ont besoin de financement et des investisseurs de l'autre côté. Mais la plateforme de crowdfunding, elle n'est pas opérateur immobilier et surtout qu'elle n'a pas le droit d'avoir de contrôle opérationnel, elle n'a pas le droit d'être président de la structure qui porte l'opération, elle n'a pas le droit d'avoir de contrôle opérationnel sur le projet. Alors elle essaie de prendre des garanties, elle prend plein de choses. Nous, on intervient vraiment comme associé dans l'opération. Et donc en fait, effectivement, je rejoins Pierre, on voit des fois, même souvent des dossiers qui nous arrivent, qui sont, alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas maîtrisés, mais en tout cas, quand on a une vision avec un peu plus d'expertise, on arrive à dire, ok, attention, il y a ça, 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 peut-être que ça, on peut le faire différemment, peut-être que ça, on peut l'optimiser. Et donc nous, alors je parle sur Housebase, ça ne nous dérange pas de partir sur des c'est pas du tout une critique, des néo-marchands de biens, des gens qui se lancent, des gens qui ont fait pas d'opération. Nous, vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est le projet. Et après, on va adapter notre niveau d'implication opérationnelle dans le projet selon l'expertise du marchand de biens. Si ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est marchand de biens, il a déjà fait 30 opérations, on va vraiment être au minimum de l'accompagnement, on va vraiment s'adapter à ce qu'il y a besoin. Si, à contrario, on a des gens qui se lancent dans le métier de marchand et on voit qu'il y a vraiment des vrais sujets opérationnels sur lesquels il faut les accompagner, ben on sera là beaucoup plus au quotidien pour, toujours pareil, sécuriser l'opération et qu'elle dure le moins longtemps possible pour maximiser la marge. Oui, par rapport aux critères d'études. Clémentine. Bien évidemment, on a des critères, cahier des charges de risque qui restent en ligne, qui s'adaptent à l'évolution du marché. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que
comme on disait tout à l'heure, si l'opération elle est bonne, l'argent c'est pas un problème, vous le trouverez. D'une façon ou d'une autre, aujourd'hui il n'y a pas de bonne façon de monter une opération. Si l'OP est bonne, vous trouverez l'argent. Et nous, en tant que dette alternative, quand un opérateur fait son choix premier qui est une banque, on est très heureux qu'il se fasse financer par une banque parce que c'est gage aussi de qualité de l'opérateur, des opérations qu'il fait. Nous, on a bien conscience qu'on vient en alternative. Donc, le choix numéro 1, ce sera la banque. On aura des politiques risques qui sont très proches de la banque. On sera peut-être un peu plus agile, un peu plus réactif. Mais l'analyse risque, c'est la même. Et effectivement, l'opération, si elle est bonne, si le dossier est bien présenté, le dossier est maîtrisé, quand on parle de maîtrise du dossier, c'est est-ce que j'ai des locataires avec des baux de 89, est-ce que j'ai des autorisations administratives. C'est un écosystème où si vous mettez en avant, vous, les points faibles du dossier, on remarque votre expérience et votre connaissance, ça nous rassure à vous accompagner. Donc chaque projet est un peu au cas par cas. Au niveau de sélection, des critères de sélection, bien évidemment on préfère quand l'opérateur a l'expérience mais des fonds propres, mais on peut faire des exceptions, c'est le propre de notre métier, dans certains cas parce que l'opération est bonne, parce que l'opérateur fait bonne impression. L'opérateur peut s'associer avec des sleeping partenaires qui nous rassurent aussi parce qu'ils ont l'expérience. Donc c'est tout un écosystème et c'est beaucoup de bon sens en fait dans la lecture des informations. Et on ne mettra jamais en danger un opérateur si on voit que l'opération ne tourne pas d'un point de vue financier. On voit les marges qui fondent comme neige au soleil aussi bien en promotion et en marchand bien. Donc il faut être très prudent, avoir de la marge, du gras comme on dit, pour pouvoir se retourner et que l'opérateur gagne de l'argent, qu'on soit remboursé et qu'il y ait un écosystème qui se développe dans le bon sens et tout le monde gagne de l'argent in fine. Super, merci beaucoup. Je vais prendre, je voulais rajouter quelque chose. Juste un tout petit mot léger par mon expérience, c'est juste, comme tu le disais, croyez en vous et en votre projet pour donner envie de convaincre un banquier, c'est la base effectivement, mais des fois si vous y allez pour les premiers projets c'est difficile, mais un petit peu en reculant, en manque d'assurance. Il faut être convaincu soi-même que c'est une bonne opération pour donner envie effectivement et te faire transparaître effectivement au banquier. Et dans l'attitude, dans mon expérience, on ne vient pas quémander un financement, on vient chercher un partenaire. Et ça change un petit peu la position, c'est-à-dire on vient travailler ensemble. Regardez, j'ai une super opération, est-ce que vous souhaitez m'accompagner? Moi je suis prêt à faire aussi des contreparties, à travailler avec vous dans la durée, je suis un professionnel, etc. Mais voilà, on vient plutôt dans cette posture justement de travailler en collaboration entre deux professionnels, un marchand de biens et une banque, et ça change un petit peu, c'est des petits signaux comme ça qui permettent de se positionner en tant que professionnel. Rapido pour qu'on puisse prendre quelques questions. Non, je te connais. C'est vrai que tu vas... Non, c'est juste 10 secondes, faites l'exercice, et en fait l'un va avec l'autre. C'est-à-dire, on parle d'être structuré, d'avoir un dossier de financement. Le fait de faire un dossier complet et structuré vraiment de A à Z, vous verrez, faites-le. Ça va vous forcer à analyser chaque point, à rentrer dans le détail de votre opération. Et de fait, sans vous en rendre compte, vous allez maîtriser votre OP et ça va se ressentir dans la façon dont vous allez présenter. Ça, c'est des banques encore récemment qui vous le disaient. Parce que nous, on fait les dossiers avec notre logiciel, évidemment. Et il y a aussi quelqu'un qui est un gros marchand parisien qui nous disait je me suis rendu compte qu'en faisant un dossier, parce que sinon vous partez un peu dans tous les sens, vous avez en tête à peu près de manière un peu large tous les sujets, mais vous les maîtrisez moins et ça se ressent tout de suite parce que ces gens-là, ils ont l'habitude de recevoir des dizaines de personnes toutes les semaines. Ah, attends, garde le micro s'il te plaît, une fois n'est pas coutume, et profitons. Juste avant que je prenne les questions, parce qu'on a beaucoup dérivé sur le sujet du financement, ce qui est bien naturel, ça fait partie des points critiques. Mais comme on parlait des tendances, là on a parlé de ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez, alors sans avoir une boule de cristal, vous dire comment vous, votre regard sur les 12-24 mois qui viennent, parce que je pense qu'on ne peut pas raisonner à plus de 12-24 mois dans le contexte actuel, dans le contexte économique, etc., avec les prix comme celui-là, avec tout le bordel. Donc comment est-ce que vous, que ce soit en tant que marchand ou en tant qu'accompagnateur de marchands dans votre profession, vous envisagez la période qui vient? Pierre-Benoît, si tu veux commencer comme tu as le micro, tu passes après sur la zone. Je pense un peu agréger sur ce qu'on s'est dit. Je pense que les 6-12 mois qui arrivent vont continuer d'être pas forcément extrêmement simples sur la capacité à aller chercher un financement et à avoir un rythme d'écoulement qui soit rapide. Moi, c'est les deux sujets majeurs que je vois et que l'on vit. Une banque qu'on a citée tout à l'heure, vous obtenez votre prêt et vous mettez 2 mois.
les offres, le back-office est engorgé. Donc c'est assez contradictoire d'ailleurs, parce qu'on se dit que globalement ça finance plus difficilement, donc on aurait tendance à croire en volumétrie un peu moins, en tout cas différemment. Et au final, là on va mettre 2 mois à avoir des offres éditées parce que le back-office est engorgé. Donc financement un peu complexe, long surtout long, mais tout ça vous fait perdre du temps, donc soyez prudents sur les négociations avec les propriétaires vendeurs, sur les délais, etc. Ne vous trouvez pas bloqué par rapport à ça. Voilà le rythme d'écoulement, mais encore une fois, je pense si on est là, c'est que ça se passe bien, il faut être positif, etc. Donc faites le travail, faites le job sérieusement, et si vous y arrivez en période de crise, sortir 1 ou 2 OB, et quand voilà, le cycle positif va revenir, ce sera de temps meilleur. Donc voilà, accrochez-vous, il y a des choses qui se font, c'est moins rapide, c'est plus difficile sur certains aspects, mais ça continue à se faire. Donc voilà, le marché n'est pas gelé, loin de là, comme ça a pu l'être il y a maintenant quelques mois. C'est quand la mer est agitée qu'on voit les bons marchés. Exactement. Et donc, il faut être formé, il faut travailler avec des outils, etc. etc. Voilà. Ne pensez pas que c'est facile. J'entends trop souvent ça, c'est facile. En tout cas, c'est passé, c'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de dire ouais, c'est des prophéties un peu autoréalisatrices. Non, je vais pas ajouter grand chose. Je pense que, c'est pas demain que ça va se terminer. Et en fait, en France, il y a une vraie inertie parce qu'on est aussi à taux fixe. En fait, on a un des seuls pays au monde où on a des taux fixes pour les acquéreurs individuels. C'est pas les taux bas dans les pays anglo-saxons. Du jour au lendemain, alors pas du jour au lendemain, mais ils peuvent avoir un crédit à 2% qui passe ils l'ont eu en 2018, ça passe à 6%. Et bien là, c'est pas une question de est-ce que je vends ma résidence principale, est-ce qu'on va déménager, je sais pas, c'est je dois vendre demain à la casse mon bien. Et en fait, c'est brutal, mais il y a vraiment le marché, en fait, il se régule comme ça. En France, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est pas ça en fait, c'est les taux fixes. Moi, j'ai la chance d'acheter ma résidence principale à 0,90 en taux sur 25 ans en 2020. Enfin, je l'ai encore ce taux-là, et enfin, c'est incroyable. Donc, il y a une vraie inertie, et ça, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. En France, les acquéreurs et les vendeurs, personne n'a le couteau sous la gorge, personne doit se faire hypothéquer sa baraque. Ça prend du temps, tout le monde pense que quand ça monte, on va vendre plus, et on est sorti de 5-10 ans de prix qui ne faisaient que augmenter. On avait les journaux, les médias, ils faisaient plus 5, plus 10 à Paris. Nous, on a acheté un appart à Paris, j'ai regardé chez le notaire, la personne qui nous l'a vendu, il a fait x2 en 10 ans, et je vais me pêcher. J'ai vu ça chez le notaire en arrière en sinon, je me dis ah merde quand même. Donc en fait, on voit des prix qui augmentent année après année, et en fait, quand ça augmente, on veut toujours vendre plus cher, quand ça baisse, là on n'accepte pas que se dire ok, bah, s'il faut que je fasse moins 15%, sinon mon bien il sort pas. Donc ça prend du temps, il y a une vraie inertie, et effectivement, je pense que avant 2027, il n'y aura pas nouveau et après il y a le présidentiel, il n'y aura pas d'élan qui va du jour au lendemain, une étincelle qui va arriver. Mais il ne faut pas voir ça comme du temps perdu, je pense, il faut voir ça comme du temps où on peut se former, aller trouver d'autres opérations, d'autres types d'opérations, toujours en maîtrise, mais vraiment prendre du temps pour, ce que je disais Pierre, être prêt quand il y aura vraiment un peu cette reprise-là et d'y aller encore. Voilà, d'aller franco. Parce que le contexte aussi fait le ménage. Pour le coup, ce dont tu parles là et ce dont on vous a parlé là, moi je le constate et on en a parlé même avec Oli Conta, c'est qu'il y a beaucoup de marchands, tu vois, qui font ça de manière un peu occasionnelle. Et donc, ceux qui font ça de manière occasionnelle, là, quand ça commence à tanguer un petit peu, ils se disent bon, alors attends, moi je sors et je verrai quand ça ira mieux. Ceux qui pensent effectivement que c'est facile et qu'il y a qu'à se baisser pour ramasser l'argent, eux c'est pareil, ils repartent aussi qu'ils arrivent en général. Donc il y a quand même aussi de la place, et l'une des vertus, je pense, de contexte un petit peu mouvementé comme celui qu'on traverse, c'est que ceux qui ne sont pas costauds, juste ils dégagent, et c'est pas un mal. Clémentine, toi ? Je ne fais aucune prévision, parce qu'aujourd'hui c'est impossible d'anticiper. Toujours... Donc aucune prévision, parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une affaire, demain 10. Ce qu'il faut juste, je pense, retenir, c'est être prudent. Parce que je ne pense pas que les prochaines élections vont changer quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle loi sur les squats qui va faciliter certaines choses, mais on voit bien à quelle vitesse la France évolue. Donc il faut rester prudent, il faut garder les pieds sur terre. Donc vraiment
comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment prendre son temps, être sûr de ce qu'on fait, convaincu de l'opération, et avancer, évoluer progressivement. Le temps, effectivement, du marchand qui achète, qui revend, il a pris 40%. Il y a encore des coûts comme ça, heureusement, mais il se raréfie. Et beaucoup de choses se font off-market. Donc, travaillez vos réseaux, écoutez ce qui se passe. On a la chance, au lieu d'avoir accès à beaucoup d'informations, des business models. Moi, j'ai travaillé 10 ans à Paris, je suis du sud-est de la France. J'ai appris énormément de structuration à Paris que j'aurais jamais pu faire dans le sud de la France, que c'est 2 marchés, c'est la capitale. Il se passe plein de choses, il y a plein de business models, de nouveaux plans réels. Donc, il faut aller à l'écoute de ça, de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, la prudence, je pense que... Je sais pas, je vois que ça personnellement. Merci, Clémentine. Au revoir. Du coup, moi je vois que le marché est en train de s'équilibrer en ce moment parce qu'effectivement on a connu le marché des taux 1%, où c'était un marché clairement favorable du coup aux acheteurs, aux vendeurs, pardon. Et après les taux sont remontés, donc là ça a été un marché à 4% qui était favorable aux acheteurs. Il y avait très peu d'acheteurs, donc forcément ils pouvaient négocier, on trouvait beaucoup de biens. Et là, on trouve encore des biens, mais les acheteurs reviennent. Et j'ai l'impression que c'est en train de s'équilibrer. Voilà, donc c'est bien, on redevient sur un marché qui est sain, de plus en plus, c'est ce que je ressens. Et puis trouver effectivement d'autres opérations, pourquoi pas travailler avec des professionnels, alors bien sûr avec projet locatif avec grand plaisir, mais aussi peut-être d'autres professionnels comme des conseillers en gestion de patrimoine aussi. On a fait pas mal d'opérations sur des programmes de défiscalisation de Normandie, puisque la loi Pinel est finie et donc ils n'ont pas grand chose à proposer en loi de défiscalisation, et la loi de Normandie permet d'économiser 21% d'impôts sur le coût total d'opération. Donc ça fait des montants assez importants et les clients sont en attente. Beaucoup de professions libérales qui ont des fortes impositions sont en attente de programmes de défiscalisation. Nous on en a fait pas mal avec projet locatif. On a chassé des biens pour ce type d'opération. C'est des grands bâtiments. Vous regardez si vous êtes éligible à la loi de Normandie. Et après c'est un opérateur, donc chef de projet, qui va s'occuper de la partie travaux pour que les travaux représentent plus de 25% de l'opération. En général c'est des trucs tout pourris, donc il n'y a pas de problème avec ça pour des travaux d'économie d'énergie. Et donc vous vendez, vous ne faites pas l'opération, vous vendez entre guillemets le programme qui a été étudié et réfléchi. Et ça fonctionne assez bien. Est-ce que j'ai dit la TVA pour le marchand de biens, sachant que lui ne fait pas les travaux. Hein. Il ne fait aucun travaux, c'est le client qui fait les travaux. Hein. Je vous propose qu'on n'ouvre pas le débat et le débat. On n'a plus trop le temps, mais ça peut être intéressant d'en parler en off. Polo, si tu veux dire justement ce que vous anticipez à la banque en termes de tendance. Non, déjà pour répondre à Pierre Benoît, quand tu évoquais les délais du back-office, et tu as parfaitement raison. Les délais s'allongent, mais tout simplement parce que... Parler de tes concurrents. Non, il a entièrement raison. C'est qu'on a un sujet, c'est les prorogations. Il y a beaucoup d'opérations qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas déroulées dans les 24 ou 36 mois. Et donc, du coup, on doit les proroger ou d'envoyer le client au contentieux. Donc, du coup, on doit refaire le dossier, reanalyser pourquoi il n'a pas marché et ressolliciter un comité pour leur expliquer que maintenant ça va marcher. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et notre back-office rédige les avenants et ils doivent revoir ce qui a été fait, reprendre des hypothèques, enlever les biens qu'ils n'ont plus. Donc, voilà, donc tout cela, voilà, ça entraîne effectivement des délais au bac. Moi, je serais plus optimiste dans le sens où on nous parle d'instabilité, mais j'ai l'impression qu'on devient stable dans l'instabilité. J'aime bien dire ça parce que ça fait 4 ans qu'on nous parle d'élections, on nous parle de ci, de ça, puis finalement, c'est vous les acteurs qui faites le marché. Parce que si on s'attend à ce qu'il y ait des gouvernements successifs qui viennent nous inventer en fait de comment on va pouvoir travailler, je pense que c'est plutôt les acteurs, que ce soit les marchands de biens, que ce soit les professionnels du financement, de l'accompagnement des logiciels. Je pense que je vais être plus optimiste et dire que, encore une fois, un dossier bien préparé, une bonne opération, prendre le temps. Et à ce moment-là, je pense que ça va se faire parce que l'immobilier, n'oublions pas que c'est un besoin vital, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir se loger, ça fait partie des besoins vitaux. Et en France, on est en déficit de biens immobiliers. J'ai des origines, mon nom c'est Paulo Pereira, donc j'ai des origines portugaises, et il y a plus de propriétaires au Portugal que en France, ce qui n'est pas logique, je pense, à nos sens. Merci, merci Paulo.
pour ces mots rassurants, très sympa. Là-dessus, on va te voir aucun optimiste, Kevin. J'espère que vous saluez la perf. On va prendre 2-3 questions, mais vraiment pas des tonnes, puisqu'il nous reste 10 minutes avant de partir en pause. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Qui peut être intéressant d'entendre parler de la grande transmission, qui est un phénomène de nos baby boomers qui vont bientôt faire passer leur patrimoine à leurs descendants. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez déjà ce phénomène dans vos opérations? Et puis est-ce que vous voyez des éléments stratégiques? Avant on a parlé du financement vendeur, ce genre de choses. Est-ce que vous voyez des choses qui pourraient être intéressantes à mettre en corrélation avec ce phénomène? Donc, pour répondre à la question, on parle de succession. Qui dit succession dit très souvent conflit, litige, beaucoup de temps. Moi, dans l'échelle, il y a toujours eu des deals qui se font par le notaire parce que cette succession, ça a toujours existé. Personnellement, je ne vois pas encore cette vague de boomers, mais je sais des marchands biens qui tentent, c'est très risqué, je ne le préconise pas forcément, mais ça peut fonctionner. Ils rachètent des parts individuelles, donc ils portent sur fonds propres, ou font rouler la dette avec des partenaires privés, et en se disant, 3, 5, 6, 10 ans, j'aurais réussi à dealer avec les autres indivisaires pour acheter à tel prix et faire l'opération de marché. Alors, c'est une niche, mais il y a des sociétés de marchands qui font des centaines, des dizaines de millions d'euros d'opérations sur les parts individuelles, mais eux, ils ont vraiment une équipe de comment sortir les individus, ils se disent pas je vais attendre que ça se passe, mais effectivement c'est un truc très niche. Très niche. Deux choses, effectivement, je parlais avec un notaire, je crois que c'était hier matin, et il me disait, alors je ne suis plus exactement sur les chiffres, mais cette grande transmission dont on parle, ça va être 8 000 milliards d'euros, ce qui représente à peu près la moitié de la richesse française en fait, qui va être transmise d'ici 15-20 prochaines années. Donc c'est un truc énorme qui va arriver. Donc d'un côté, plein d'opportunités, il va y avoir plein de choses parce que clairement, quand on fait du marchand, en tout cas je parle moi ce que je vois, les ventes forcées, à savoir les ventes dans une situation divorce, succession, c'est un terrain de jeu énorme pour nous. Nous, on a beaucoup de partenaires notaires, on gère beaucoup de successions et ça nous aide beaucoup à sourcer ces opérations. Donc d'un côté, on dit génial, on va avoir plein d'opérations. De l'autre côté, on va se dire, mais d'ici aux 20 prochaines années, il va y avoir une déferlante de biens sur le marché et qui dit abondance de l'offre, dit à un moment, la demande aura encore plus de poids et ça ne va pas forcément faciliter nos histoires de temps de portage des opérations. Donc là, c'est trop loin, vraiment, je n'ai pas de boule de cristal, mais nous, on ne le voit pas encore, ce sujet de la grande transmission, mais c'est surtout que je ne suis pas l'INSEE, et on le voit vraiment sur notre petit périmètre. Mais clairement, juste de façon très opérationnelle, les successions, c'est un vrai très très bon point. Et c'est tout le sujet d'avoir du réseau. Le réseau, c'est des apporteurs d'affaires, c'est des agents immobiliers, c'est aussi des notaires. Vraiment, n'oubliez pas les notaires. Est-ce que tu veux, Polo, par rapport au sujet, la question? Non, ça va. Bon, tu veux dire les choses, toi? On n'offre que la peine de propriété, donc... Ouais, non, acheter des parts indivises, c'est... Mais plus par rapport à la question, justement, de cette transmission intergénérationnelle. Nous, on rachète beaucoup d'immeubles dans le cadre de succession. Est-ce qu'on sent un phénomène accélérateur lié à ce phénomène de la grande transmission, comme tu le dis? J'ai pas l'impression qu'en tout cas, on ait plus de propositions de biens dans le cadre de succession. Moi, l'analyse de la succession, là où je rejoins Philippe, pour une fois, c'est que il y en a toujours eu, il y en aura toujours. La grande question que tout le monde se pose ici, moi le premier, c'est de dire, mais je comprends pas, parce que là, ce matin encore, je discutais avec quelqu'un, on a acheté un immeuble à Boulogne, on achète le 20 juillet, 700 mètres carrés, on achète à moins de 5 000 du mètre. Ok, ça vaut 9 000 sur le secteur. Bon, on n'est pas magicien, hein. On a un apporteur d'affaires qui nous a apporté ça, etc. Le contexte, succession. Le papa est décédé, la maman l'était depuis malheureusement quelques années, 2 enfants. Et donc la grande question c'est, mais pourquoi ils n'ont pas anticipé? Et tous les Français se posent cette question, anticipez votre succession. Moi je pense avoir en partie la réponse, pour le vivre dans sa famille actuellement dans le cadre d'un divorce, c'est pas le mien, c'est pas à cause de Vegas, hein, mais c'est mon papa qui a 70 ans qui divorce, mais en fait je pense que c'est pas anticipé pour une raison qui est assez simple, et tu le disais Clémentine, c'est que c'est toujours un sujet de conflit, toujours. Et donc en fait quand on est grands-parents, parents, etc., on a déjà personnellement toujours envie
de postponer. Et puis souvent, ça engage des questions et des discussions avec ses enfants sur voilà, comment je vais organiser les choses, etc., etc. Et donc ça peut soulever des fois des conflits, des tensions. Et donc je pense que c'est une raison pour laquelle c'est toujours voilà, remis au lendemain, etc., etc. Et puis malheureusement, il y a des phénomènes de la vie qui arrivent de manière assez subie, du jour au lendemain. Et donc on n'a rien anticipé. Et donc voilà. Donc, ça, soyez très attentifs là-dessus. C'est très positif pour nous parce que c'est source d'opportunités effectivement énormes. Les gens sont pressés. La loi est bien faite dans ce cas-là, mais il faut que les choses se passent vite parce que derrière il y a des pénalités qui sont très lourdes, donc les gens, les héritiers sont contraints par rapport à ça, et les divorces aussi. Donc, et ça c'est aussi malheureusement, on dit tout le temps, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le divorce c'est aussi un sujet, il y en a de plus en plus, notamment dans les grandes villes. Bon voilà, c'est le stress, le boulot, c'est de plus en plus de tentations malgré les enfants, etc. C'est la réalité. Et donc il y a de plus en plus de divorces. Et donc dans le cadre de divorce, il a des bons plans. Non, c'est factuel, c'est comme ça. Vegas, l'émulation. Vegas, c'est pas terrible pour ça. Mais tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Donc non, source d'opportunités énorme. Divorce, succession. Voilà, tout simplement. Merci. Il faut qu'on s'arrête là, les amis. On vous laisse partir en pause. On vous laisse, s'il vous plaît, revenir à 11h15, reprendre place. Et n'hésitez pas à aller consulter nos différents intervenants pendant la pause.